Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Chris Kramers, 21, and Lisanne Froon, 22, who went out for a brief hike near a mountain resort in Panama in 2014 and never came back. des histoires étranges de l'ère numérique. Partir à la découverte de l'Amérique centrale, ses montagnes et ses plages est un rêve convoité par plusieurs étudiants étrangers. Ce fut le cas de Chris Kramers et Lisanne Froon, deux jeunes femmes hollandaises parties explorer le Panama en 2014. Malheureusement, Chris et Lisanne ne reviendront jamais de cette randonnée dans les montagnes de Boquete et leur sort demeure toujours un mystère total. Une caméra numérique ainsi que des téléphones cellulaires retrouvés permettront d'en savoir plus sur le cauchemar qu'elles ont vécu dans la jungle panaméenne. Bonsoir, Émile Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien, Sébastien Lévesque. Je suis heureux qu'on se lance dans cette histoire ce soir. Le cas de Chris Kramers et Lisanne Froon. Un cas qui n'a pas été extrêmement couvert au Canada, je dois dire, même dans la francophonie. Deux étudiantes hollandaises qui sont parties en randonnée au Panama, en Amérique centrale, une région un peu hostile et sauvage d'une certaine façon. On a la chance d'en parler un peu plus. Et leur sort est toujours un mystère. Ce qui leur est arrivé, on n'en a aucune idée. Ils sont partis en randonnée tout bonnement un matin, une journée ensoleillée dans les montagnes de Boquete, faire une sentier qu'on appelle le El Pianista. Et puis, elles ne sont jamais revenues. Et ce qui nous intéresse à nous, à Distorsion, les traces numériques, tout ça, elles ont joué un grand rôle dans cette histoire-là. Vraiment, en fait, c'est quasiment l'histoire rêvée pour nous. Une disparition, des téléphones cellulaires qui ont tenté d'appeler des secours, des caméras numériques, caméra numérique qui laisse plein de traces avec des métadatas, un post Facebook. Oui. Bref, on va vous détailler tout ça, mais c'est une histoire parfaite au niveau du numérique. Mais le numérique n'a pas aidé. Oui, il a aidé il a pas aidé à résoudre l'enquête en tant que telle, et même ça a soulevé plus de questions que de réponses. Même si ça a donné des pistes, ça l'a ouvert plus de pistes que même qu'est-ce que les autorités ont déclaré du cas en tant que tel. Puis ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur cette nuit d'enfer qu'elles ont vécue dans la jungle, parce qu'elles ont été là même plusieurs jours. Et justement, les traces qu'on a retrouvées sur ces appareils-là permettent de savoir un petit peu plus ce qui s'est arrivé. Puis honnêtement, j'aurais pas voulu être là parce que c'est à glacer le sang parfois. Vraiment. Qu'est-ce qu'on boit, Seb, pour se lancer dans cette histoire-là, pour se lancer dans la jungle de l'Amérique centrale? Justement, on avait besoin d'une bonne bière forte pour adresser ce cas-là. C'est la Kraken, K-R-A-K-H-A-N, qui est la brasserie du Bois Blanc. C'est une double IPA, énormément d'amertume, 101 d'IBU. Et comme on vous disait, c'est une bière de 9,6% d'alcool, donc assez forte pour passer à travers ce cas-là. De mon côté, je la trouve vraiment bonne. Je trouve que son amertume, elle est excellente. Au niveau du goût, elle se rapproche quand même d'une bonne brune, je trouve. Toi, comment tu la trouves? Parce qu'il y a certaines doubles IPA qui sont encore plus amères, qui se rendent à du 120, 127 d'IBU. Donc 101 pour une double IPA, c'est quand même acceptable. Mais effectivement, 9,3% d'alcool, on n'en boira pas 6 pendant le show. Non, ça, on veut être cohérent. Cette bière-là nous est offerte par Jonathan Ayotte, qui nous a offert cette bière-là via la tournée de bière que vous pouvez aussi nous offrir pour encourager le show. C'est au distorsionpodcast.com. Vous allez voir, il y a un onglet en haut, tournée de bière. Vous vous rendez là et vous pouvez offrir la bière de votre choix à moi et Seb via PayPal. Dans les instructions, vous avez juste à nous indiquer si vous voulez qu'on essaye une bière, et puis nous, ça va nous faire plaisir de l'essayer. Donc, merci à toi, Jonathan. On a une review 5 étoiles cette semaine sur Apple Podcast qui nous vient de Saya Luna. J'adore votre podcast. Je souhaite toujours un beau gros trafic sur la 20 en m'en allant travailler le mercredi pour écouter l'épisode d'un seul coup. Très gentil de ta part. C'est rare que les gens souhaitent du trafic.
Mais dans ce cas-là, je peux comprendre, c'est une bonne excuse. Merci à toi, Saya Luna. Et aussi, Seb, tu nous as fabriqué une infolettre, si vous voulez être encore plus au courant des nouvelles de Distorsion. Oui, vous pouvez vous rendre sur le site pour vous inscrire à l'infolettre, rentrez votre courriel et vous allez voir au fil du temps, on va nourrir le tout, on va vous envoyer une infolettre pour vous annoncer les nouveaux épisodes, les mini-distos, notre marchandise et toute autre nouvelle. Vous rendez sur le site, vous allez voir... dans le bas, sur le côté, il y a plusieurs endroits que vous pouvez inscrire votre courriel. Inquiétez-vous pas, on ne vend pas les courriels. Non, pas en tout. À d'autres entreprises. C'est juste entre vous et nous. C'est entre les distordus, là. C'est juste entre nous. On les met pas disponibles sur le dark web. Là. Non, exactement. C'est sûr que non. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le fond de la jungle panaméenne à la recherche de Chris Kremers et Lisanne Froon? Oh yeah! On y va. Nous sommes mardi le 1er avril 2014. Chris Kremers et Lisanne Froon, deux étudiantes hollandaises âgées de 21 et 22 ans respectivement, sont en voyage au Panama depuis 2 semaines. Elles annoncent sur Facebook vers 11 heures du matin qu'elles partent en randonnée autour de Boguete, qui est situé dans la province de Chiquiri, au Panama. Le chien de la famille qui les héberge, qui s'appelle Blue, part avec elles à l'aventure. Par contre, le soir, Blue revient seul à la maison. Ce chien-là était quand même assez connu du village. Il avait l'habitude de partir en randonnée avec les voyageurs. Là. Pour lui, c'était une habitude. Il était très familier. Par contre, Blue n'a pas l'habitude de revenir seul. Heureusement. Les jours qui suivent, les parents et les autorités vont s'inquiéter et une recherche intensive débutera dans les environs de Boguete. Certains indices retrouvés, dont un appareil photo numérique, vont témoigner des événements étranges et inquiétants qui seraient arrivés aux deux jeunes femmes lors de cette randonnée. Avant d'aller un peu plus loin, revenons un peu sur la vie de Chris et Lisanne. Oui, Seb, merci pour cette intro. Histoire intéressante parce qu'on sait que l'Amérique centrale est une destination vacances très importante pour les backpackers, entre autres, ceux qui veulent faire des randonnées. On comprend parce que c'est un endroit qui est vraiment parfait pour ça. Il y a des montagnes, des paysages, on a même accès à l'océan, à 2 océans, dépendamment de l'endroit. Au Panama, c'est le cas parce que c'est vraiment, comment dire, la genre de... le milieu de l'Amérique centrale. C'est une couche très mince où on peut voir les 2 océans. Un endroit assez fantastique. Oui, puis qu'il n'y a pas vraiment de danger à voyager. Les gens ne se font pas tuer dans la rue ou comme certaines destinations. Donc, c'est une destination parfaite. Ça reste un endroit qui est quand même... oui, je sais que c'est un endroit un des plus sécuritaires d'Amérique centrale, mais malgré tout, ça reste une région où il y a un niveau de crime assez élevé. Ça reste une région où il y a une présence de cartels même. Au Panama, une très grande présence de cartels mexicains, entre autres. Mais c'est vrai, c'est une région qui est pas nécessairement considérée comme un danger pour les touristes. Il y a des tonnes d'étudiants qui s'y rendent pour faire des voyages humanitaires, pour faire des échanges étudiants et tout ça. Je vais revenir un peu sur la vie de Chris et Lisanne. Les deux filles sont natives de Amersfoort, en Hollande, qui est une magnifique petite ville typique des Pays-Bas, avec des petites maisons bien designées. On croirait un peu voir un paysage de carte postale. Ça ressemble un peu à un mini Amsterdam, si on veut, de environ 150 000 habitants. Chris, en fait, la Rousse, vous avez peut-être vu des photos, mais on va les mettre sur notre site web. Elle est âgée de 21 ans. Elle vient tout juste de terminer ses études en éducation culturelle et sociale à l'Université d'Utrecht. On la décrit comme étant ouverte d'esprit, créative et responsable. Elle serait même attirée vers les arts de la scène, faire de l'acting. Oui, exact. Lisanne Froon, elle qui est la brune, est âgée de 22 ans et elle vient de terminer ses études en sciences appliquées. Elle est très athlétique, joueuse de volleyball, elle est aussi passionnée de photographie. Donc c'est un peu la plus sportive des deux. Et la cartésienne. Oui. Les deux jeunes femmes avaient emménagé ensemble dans un petit appartement à Amersfoort le temps de leurs études. Ils étaient devenus très amis, s'étaient énormément rapprochés. Et puis, ils ont décidé justement de partir en voyage pour célébrer la fin des études. Ça faisait un peu plus de 6 mois que Chris et Lisanne planifiaient ce voyage de type backpacking. Elles s'étaient rencontrées au départ sur leur lieu de travail, qui est un petit café-resto à Amersfoort qui se nomme le Inden Kleinen Hap. Je me suis renseigné un peu
sur ce que ça voulait dire, mais je sais pas c'est quoi le Kleinenhap, mais ça veut dire dans le Kleinenhap. Ah, OK, fait que c'est un nom propre. Oui, c'est un nom propre dont j'ignore la signification. Si on a des auditeurs hollandais, faites-nous signe. Elles sont devenues de très bonnes amies assez rapidement, et puis dès que la destination a été convenue, elles se mirent à économiser de l'argent pour pouvoir se payer un voyage de 6 semaines au Panama. Et ça, ça leur permettrait d'améliorer leur espagnol et de faire du bénévolat auprès des enfants dans une école sur place. C'était supposé justement se dérouler dans les environs de Boquete. C'était aussi pour Lisanne l'occasion là, de célébrer, étant donné qu'elle venait de terminer ses études, puis de se récompenser là, pour les efforts des dernières années. Et puis c'est alors qu'elle décide de partir pour le Panama. Le jour tant attendu arriva. Le 15 mars 2014, Chris et Lisanne s'envolèrent donc vers le Panama en Amérique centrale. Elle débarque à Panama City, qui est bien sûr la capitale. On ne connaît pas grand-chose de Panama, mis à part le canal qui relie les deux océans Pacifique et Atlantique, mais c'est, comme on disait, c'est vraiment une région paradisiaque, surtout pour les amateurs de randonnée et de plage. Par contre, il y a certains endroits qui sont très sauvages et peu défrichés. On s'entend, c'est la jungle qui est assez dense. C'est aussi un endroit où il y a une présence de cartels, un peu comme on vous disait tout à l'heure. Durant les 2 premières semaines, elles ont visité en touriste quelques secteurs de Panama avant d'arriver à Boquete le 29 mars, soit 2 semaines plus tard, pour y vivre chez une famille locale pendant 1 mois, soit le reste du voyage. Boquete est une petite ville du nord de Panama, près de la frontière du Costa Rica, une ville au cœur d'une vallée entourée de montagnes qui sont assez imposantes. Il y a d'ailleurs une fameuse montagne, le Mirador. Elles étaient supposées débuter leur travail de bénévolat dans une école de langue dès leur arrivée. Cependant, il y a eu un problème de logistique avec l'école. Ils n'ont pas pu commencer avant 1 semaine. Donc, ils leur laissaient, si on veut, une semaine de lousse pour faire différentes activités. Chris Kremers avait justement posté sur sa page Facebook qu'elle était très frustrée de ce manque d'organisation-là qui avait fait en sorte qu'ils pouvaient pas, qu'ils devaient commencer leur cours 1 semaine plus tard. Non, elle a pas pris ça au début comme une opportunité pour visiter. Oui. Étant donné qu'elles ont plus de temps libre, elles décident de réserver un guide pour faire une excursion autour du volcan le Baru, en fait, qui est un des gros volcans. Encore actif. Oui, ça me fascine toujours, ça. Le 2 avril au matin, avec un guide réputé du coin. En fait, puis ça, c'est le lendemain, dans le fond. Eux, ils étaient là. En fait, c'est 2 jours plus tard, parce qu'ils sont arrivés le 29. Ils ont réservé ça pour le 2 avril. La veille de cette excursion planifiée le 1er avril, elles sont aperçues au brunch avec 2 hommes Dutch, dans le fond de la même nationalité qu'elles. Elles décident de partir donc en expédition avec Blue, comme on vous a parlé au départ. Le chien de la famille qui les héberge. Ouais. Elles vont donc indiquer sur Facebook qu'elles partent explorer les environs de Boquete sans spécifier exactement le lieu. Et par la suite, plus aucune nouvelle. Le chien revient en après-midi dans sa famille. La famille où elle loge avait remarqué leur absence, qui n'était pas rentrée pour la nuit, mais ils sont pas fait de cas avec ça. C'est des adultes. Ils ont peut-être fait la fête. Il n'y avait pas de responsabilité justement le lendemain. Donc, sur le coup, ils ne se sont pas vraiment inquiétés. Par contre, le matin du 2 avril, elles avaient réservé une expédition avec un guide local qui était connu du coin. Lui, il les a attendus patiemment pour démarrer l'expédition. Rien. Il n'y a personne qui se présente. C'est un petit village, donc il savait qui hébergeait les filles. Il est allé voir la famille pour s'assurer que tout allait bien, parce que c'est quand même bizarre que 2 touristes se pointent pas à quelque chose qu'ils ont réservé quand même 2 jours d'avance. Il apprend qu'elles ne sont pas rentrées de la nuit. La famille contacte donc les autorités, parce que là, c'est quand même assez louche. Là. Ils ne sont pas allés à leur rendez-vous. Et ceux-ci, les autorités se sont rendus dans la maison de la famille. Ils ont inspecté les bagages des filles, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas... Dans le fond, la majorité de leurs bagages étaient encore dans la maison. Ils n'avaient pas amené grand-chose lors de leur excursion, qui était comme, selon moi, juste pour elles, pour quelques heures. Donc, il n'y avait pas besoin d'amener tant que ça de choses. Il était parti justement léger, vraiment il s'était habillé camisole, short, il était parti avec un petit sac à dos seulement, une bouteille d'eau. Et puis leur randonnée, leur but était de revenir pas trop tard quand même, parce que justement, il y avait leur réservation le lendemain pour une plus grande excursion. Dès 8 heures le matin du 3 avril, les autorités ont commencé à travailler en collaboration avec le Sinaproc Panama, en fait, qui est
qui est leur système national de protection des citoyens. J'imagine une genre de pas une garde côtière, mais une police. J'avais de la misère à déterminer comme le parallèle au Québec. Oui, c'est ça exactement. Mais bon, une genre d'autorité qui aide à rechercher les gens. Ils ont commencé à faire des recherches aériennes par hélicoptère et aussi, bien sûr, dans la forêt. Même les résidents locaux se sont mis de la partie, bien sûr, et ont aidé les autorités à fouiller la forêt. Par contre, ils ne savaient pas exactement où ce que les filles étaient parties. Il était vraiment difficile d'orienter les recherches. On vous rappelle, c'est vaste, c'est grand, c'est des forêts vraiment denses qu'on peut, quand tu regardes, tu vois pas nécessairement l'autre côté ou l'horizon ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est assez difficile je veux dire, ça ne devait pas être 100 000 non plus à chercher. Donc, avoir des résultats, c'est assez complexe. Puis cette petite ville-là, le Boquete, justement, c'est vraiment comme dans une petite vallée. C'est un petit village. Hein. Il n'y a pas de gratte-ciel ou de grands édifices à bureaux. Là. C'est vraiment quand même assez rustique comme endroit. Puis c'est entouré de montagnes, quand même vraiment des grandes montagnes. Comme tu dis, il y a le Barou, qui est un volcan toujours actif, qui est dans la même région. Il y a plein de ranchs, il y a des plantations de riz, des plantations de tabac aussi. Donc c'est vraiment très, très rural comme endroit. Puis les distances sont quand même assez longues, parce que les villages sont pas tous rapprochés les uns des autres. Donc c'est vraiment un endroit où c'est quand même assez facile de se perdre, je peux croire. Ah, j'en doute pas du tout. Autre chose, les parents de Lisanne et Chris aussi là, commencent à être inquiets. Ils ont cessé de recevoir les textos quotidiens via l'application WhatsApp. Oui. Que les filles avaient toujours l'habitude de donner leurs nouvelles à leurs parents, mais depuis le 1er avril, donc leur excursion improvisée, plus aucune nouvelle. Le manque à l'appel des deux filles fait rapidement le tour de Boquete. Ça commence à vraiment faire le tour des nouvelles du village. Des témoins affirment par contre les avoir vus près du sentier El Pianista, qui est un sentier de 5 km qui mène au sommet du Mirador. Là, on vous a parlé tout à l'heure, où la vue est époustouflante. Et ce sentier-là, en fait, qu'on appelle El Pianista, donc le pianiste, est dû à sa ressemblance avec un clavier, là, plus ou moins, là, via les marches qui le parcourt. Le Mirador est au sommet de cette montagne-là, puis ça permet de voir chaque côté des rives du Panama, donc une vue quand même assez impressionnante. El Pianista, c'est une randonnée quand même intermédiaire qui est pas très difficile. Tu peux voir, là, tu peux aller sur Instagram puis regarder via l'outil de recherche, puis tu vas voir des gens qui se sont tagués là, qui ont pris des photos là-dessus, puis c'est chaque jour, là, vous allez voir, il y a plein de gens qui le font, là, puis c'est pas tous des athlètes, là. Donc c'est une randonnée qui, je dirais, qui peut être intermédiaire, dépendamment de sa forme physique, mais qui est pas très difficile. On estime environ 4 heures aller-retour pour faire la randonnée. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi elles n'ont pas attendu le lendemain pour y aller avec le guide, ben c'est qu'elles voulaient probablement faire une randonnée un peu plus rapide avant de se lancer dans une plus grande aventure. Puis aussi, apparemment, qu'elles devaient aller sur un ranch avec le fameux guide. Donc, c'est pas tout à fait le même type de randonnée. Là. Peut-être qu'elles avaient en tête de faire une randonnée à cheval, par exemple. La plupart des sentiers sur El Pianista sont balisés. Donc, vraiment... C'est dur de se perdre. Il y a des marches, il y a des endroits qui ont même des installations, des bancs, des choses comme ça. C'est fait pour être emprunté. Oui, c'est très, très touristique. Puis on est dans un contexte de parc national aussi. Là. Donc il y a des endroits pour prendre des photos, pour prendre des pauses. Je dis pas qu'il y a l'eau courante et des toilettes et tout ça, là, mais quand même, c'est un endroit quand même assez touristique. Plusieurs personnes y vont couramment. Par contre, lorsqu'on passe le Mirador, donc on passe le sommet, on sort du parc national puis on se dirige vraiment vers une région plus indigène sur des sentiers qui sont non balisés, des sentiers qui s'entremêlent même et qui sont surtout fréquentés par des tribus locales. C'est un peu ce qu'on se demande. Si elles se sont rendues sur cette piste-là, est-ce qu'elles se sont rendues plus loin que le fameux sommet? Parce que si elles étaient simplement revenues, ça aurait été une randonnée qui aurait pas été très longue, finalement. Rappelons-nous que nous sommes au début de la saison des pluies. Ça, c'est un fait qui est quand même assez marquant quand on est dans la jungle en Amérique centrale. En cette journée-là, il fait très beau lorsque les filles partent en ce 1er avril, mais le tout risque de se gâcher dans les jours suivants. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elles ont décidé aussi de faire la randonnée. Peut-être qu'elles savaient qu'il y avait des pluies qui arrivaient, puis en faisant une petite randonnée rapide, comme ça, il n'y avait pas de crainte. Par contre, le temps est très humide et très chaud, voire insupportable. Nous, Canadiens du Nord, en tout cas, je sais pas pour toi, Seb, mais pour moi, quand je me retrouve dans des zones un peu... tropicales. Oui, exactement comme ça.
C'est difficile pour moi. Il fait vraiment trop chaud puis c'est trop humide. Et puis lorsque les pluies commencent, ben la jungle se transforme. Les sentiers deviennent boueux, la végétation devient plus dense et puis les animaux qui vivent dans les marécages le refont surface. Là, on parle d'un endroit où il y a énormément de serpents, énormément de reptiles et sans oublier les insectes parce que c'est des endroits où vraiment les insectes se tiennent encore plus quand c'est humide et chaud. Il y en a des venimeux aussi dans le lot à cet endroit-là. Donc, le départ de ce sentier El Pianista est situé à 7 km de Boquete. Donc, le témoignage des gens qui indiquent qu'ils les auraient vus au départ de ce sentier-là ferait du sens d'une certaine façon. Les autorités vont donc concentrer leurs efforts dans ce secteur-là puis essayer de faire des battues pour retrouver les filles dans ce coin-là. Moi, je me disais à ce moment-là, Seb, quand je disais ça, 7 km de marche du village, c'est quand même intense à la marche là, avant de faire une randonnée, surtout avec un chien. C'est vrai, puis ça doit pas être un plancher plat là, il doit toujours avoir une inclinaison, il y a un effort à faire effectivement, mais ça se fait quand même. Des chiens ont quand même une certaine endurance. Moi, je sais, ma sœur court avec son chien des dizaines de kilomètres, donc tout est possible là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'étrange. S'ils s'en vont faire une randonnée pour aller faire une autre randonnée, c'est surtout ça. Quand tu cumules, c'est vrai que ça fait beaucoup. Par contre, je sais que The Daily Beast ont quand même couvert cette enquête-là en long et en large, et puis il semblerait qu'elles auraient pris un taxi. Donc, il y a même le chauffeur de taxi qui aurait témoigné dans cette histoire-là. Ils auraient pris un taxi donc de Boquete à l'entrée du sentier El Pianista pour sauver du temps. Ce qui ferait du sens, mais ce serait pas perdu entre les deux, en fait. C'est ça qui est... Puis je reviens sur l'histoire du chien, sur Blue qui les aurait suivis. En fait, tu vas voir dans presque tout ce qu'on voit dans la couverture médiatique de cette histoire-là, on prend pour acquis que le chien est avec elle. Mais moi, j'ai vraiment de la misère à le croire d'une certaine façon parce que Blue, il serait embarqué dans le taxi avec ça c'est bizarre. Avec les filles jusqu'au sentier, puis par la suite, vu qu'il est revenu seul, il aurait remarché non seulement le sentier, mais en plus les 7 km jusqu'à... Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Puis en fait, je sais pas d'où ce témoignage-là part, la mention qu'il était vraiment parti avec le chien, mais vous allez voir aussi plus tard, grâce aux indices qu'on va découvrir, c'est pas trop clair, non, c'est pas clair qu'il y avait un chien là. Non, en fait, il y a rien de clair. Ah oui, vous allez voir, il y a pas grand-chose de clair dans cette histoire-là. Mais déjà là, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. À l'introduction. Le 6 avril, les recherches ne donnent pas de résultats concrets. C'est 5 jours après, là. Oui, c'est ça. Les autorités locales reçoivent de l'aide des Pays-Bas, donc une escouade policière accompagnée des familles des deux jeunes femmes. Ils amènent aussi avec eux des chiens pisteurs pour suivre des pistes, mais aussi pour retrouver des corps. Il y a évidemment les parents des deux filles qui participent à la fouille complète, puis ils vont même offrir à ce moment-là une récompense de 30 000 US pour de l'information menant à leur découverte. Les recherches, par contre, ne vont pas bon train. Il y a un vent qui est assez dominant en cette période du temps dans les montagnes, puis les recherches en altitude compliquent les choses aussi pour les chiens, parce qu'on est quand même en assez haute altitude. Moi, j'ai lu autour de 6000 pieds d'altitude. Ça peut être difficile là, pour des chiens renifleurs. Là. Déjà, s'ils sont jet lag en arrivant de la Hollande, c'est vrai, ça doit être... je dis ça un peu à la blague, mais bref, ça complique énormément les recherches. Même des membres de l'escouade vont se perdre en tentant de retrouver les jeunes femmes. Donc, dès que tu sors du sentier officiel de la randonnée El Pianista, lorsque tu dépasses le Mirador, le sommet, et que tu commences à t'aventurer dans ces chemins-là, bien, c'est assez facile de se perdre et les professionnels de recherche vont même se perdre entre eux. Là. Donc, ça s'annonce pas très bien. Donc, toujours aucune trace des filles, là, quelques jours après leur disparition. On était le 7 avril. Et puis, à ce moment-là, les recherches sont arrêtées. Et puis, très triste pour la famille, elles doivent retourner en Hollande, retourner à la maison sans leur fille. Une épreuve qui doit être assez difficile là, pour des parents là, à vivre à l'étranger comme ça. Là. Vraiment. On se retrouve à la mi-juin 2014, donc environ 2 mois plus tard, exact. Une jeune femme d'une tribu locale, la El Gobe, se rend près d'une rivière pour se rafraîchir. Il fait vraiment une chaleur accablante en cette saison des pluies et les membres de la tribu font tout ce qu'ils peuvent, bien sûr, pour combattre cette chaleur. Et la famille de cette femme a l'habitude de se rendre près de la rivière pour s'y baigner. La rivière du serpent, c'est sa signification, parce que ça a l'air qu'elle
Elle est pas entourée, mais il y a beaucoup de serpents qui circulent autour, même des serpents venimeux. Le sac à dos bleu, bien sûr, la dame l'apporte aux autorités. C'est le sac à dos de Lisanne qui a été retrouvé à environ 9 km du sentier El Pianista. C'est quand même loin, 9 km. C'est loin, 9 km, oui. Puis ouais, c'est loin. On va y revenir, mais oui, c'est une bonne distance. Par contre, elle assure que le sac n'était pas présent la veille. Donc, on vous disait, cette femme-là avait l'habitude d'y aller chaque jour et elle assure vraiment qu'elle n'avait pas vu. Autre fait étrange, le sac est en très bon état après 2 mois et demi passé dans la jungle en pleine période de pluie avec toute l'humidité et tout ça. Et là, déjà là, ça c'est mystérieux. Attendez de voir le contenu du sac. Vas-y. Tout était bien rangé dans le sac. Il y avait 2 soutiens-gorge, 2 cellulaires, un iPhone 4 et un Samsung Galaxy S3. On remonte en 2014. Il y avait 2 paires de lunettes soleil, une bouteille d'eau. Il y avait l'appareil numérique, le Canon PowerShot SX 270 qui était bien rangé dans son étui. Qui appartenait à Lisanne. Oui, exactement. Et il y avait aussi le passeport de Lisanne et 83 $ US. Certains se demandent pourquoi les soutiens-gorge étaient rangés. Selon nous, ils ont sans doute porté des tops de bikini pendant la randonnée. Donc, ils ont sûrement rangé leurs sous-vêtements pour dans le fond, quand ils se sont baignés avec leur bikini. Et là, tu l'as dit, Seb, il y a des éléments importants dans le sac à dos. Ouais. Surtout les appareils numériques, en fait. Donc, la caméra, le Canon PowerShot, puis aussi les 2 téléphones cellulaires. Donc, les autorités, les enquêteurs vont commencer tout de suite à analyser tout ce qui se trouve là-dessus. Lorsqu'on analyse la carte mémoire du Canon et puis les données cellulaires des policiers, on va pouvoir réinterpréter les événements. Puis vous allez voir, c'est à glacer le sang, là, ce qui s'est déroulé, là, ce qu'on retrouve là-dessus. Là. Les enquêteurs vont parcourir, pour commencer, le contenu de la carte mémoire du Canon. Selon les premières photos, les filles étaient bel et bien sur le sentier El Pianista. Donc, les experts ont pu corroborer les photos avec des lieux, avec des sommets d'autres montagnes qu'on voit sur les photos. Et puis, grâce aux métadatas puis au décor, ben on arrive à savoir que c'est bel et bien arrivé le 1er avril. Oui. Par contre, cet appareil-là, qui date de quelques années, n'a pas de GPS. Puis c'est impossible de savoir précisément où les photos ont été prises. Oui, parce qu'ils n'ont pas pris de photos avec leur cellulaire. Ils ont seulement pris des photos avec le Canon, en fait, sûrement pour une économie de batterie ou peut-être même d'espace disque. Là. Mais ça, c'est un élément que j'avais trouvé bizarre, parce que même en 2014, nos photos, on les prenait quand même oui, c'est vrai. Un iPhone 4, oui, c'est pas vieux. Non, ouais, exactement. Donc ça, c'est un point, là, mais quand même. Mais bon, ils se disaient peut-être qu'il y avait un appareil photo, c'était plus... Oui. C'était une plus grosse carte mémoire, j'imagine, etc. Puis le Canon PowerShot, le SX 270, celui-là, c'est vraiment un appareil qui peut entrer dans une poche. Oui, je l'avais, moi. Il y a une petite lentille qui est rétractable, avec un flash aussi qui est rétractable, avec un petit écran derrière, un petit écran LCD. Donc, c'est vraiment un appareil, un point and shoot là, pour prendre des photos là, très rapidement. Le contenu de la carte mémoire, vous allez voir, c'est assez particulier. On y trouve plusieurs photos prises par les 2 filles qui montrent que la région où elles ont fait leur randonnée est bel et bien la bonne. On comprend que c'est là qu'il faut orienter les recherches d'une certaine façon. On voit principalement Chris, puisque bon, l'appareil appartenait à Lisanne, donc ça fait du sens. Et Chris est vêtu d'une camisole blanche et rouge, une camisole rayée, avec des mini-shorts en jeans et des bottes de randonnée, là, des bottes qui ont l'air un peu vintage, là, si on veut. Là. Lisanne, elle porte une camisole verte et des shorts noirs. Chris ne porte pas de sac à dos sur la plupart des photos, à part sur un des selfies, parce que les filles vont prendre des selfies à différents endroits dans la randonnée. On voit qu'elles sont très souriantes et très heureuses. On voit aussi que le temps est magnifique, donc le ciel est bleu, très peu de nuages, et on les voit finalement au sommet du Mirador, et puis elles prennent justement une série de selfies où ils ont l'air très souriantes. Pour une des seules fois, c'est là qu'on voit Chris avec le sac à dos, qui est le fameux sac à dos bleu, là, qui est un sac à dos vraiment de type randonnée. C'est pas un sac à dos vraiment fashion. Non, c'est ça. Par contre, je reviens encore avec sur le chien Blue, Seb, parce que 2 filles qui partent en randonnée avec une caméra numérique, c'est sûr qu'il arrive des événements avec le chien, t'as envie de prendre des photos, c'est sûr que c'est drôle. Tu prends un selfie dans les sentiers ou même au sommet, t'as envie de prendre
une photo du chien aussi. Puis c'est souvent des photos un peu candides, hein. C'est des photos qui sont pas toujours calculées, dans le sens que je pense que Lisanne, elle prenait plusieurs photos d'une même scène, tu sais, 3-4 photos. On voit Chris de dos qui marche dans le sentier, on la voit un petit peu plus loin. C'est pas toutes des photos très artistiques. Non, puis il les supprimait pas au fur et à mesure, là. Non, c'est ça. Elle a pas fait de ménage en temps réel. Mais ce qui me ramène à l'idée du chien, c'est que c'est sûr que dans un contexte comme ça, elle aurait pris des photos du chien aussi sur la randonnée. On le verrait dans les cadres, mais bon, donc c'est pour ça que je suis jamais sûr à 100% que c'était bel et bien là une information officielle et vérifiée. Oui, effectivement. Et selon les photos, on se rend compte qu'elles ont atteint le sommet vers le début de l'après-midi, donc peut-être vers 13 heures environ, selon l'éclairage et tout ça. Après la photo du sommet, donc vers cette heure-là, en début d'après-midi, on comprend que les filles ont poursuivi leur chemin en dehors des sentiers du parc national, et c'est là que ça devient inquiétant. On trouve d'autres photos du sentier, mais la jungle est beaucoup plus dense, le chemin est beaucoup plus hostile et les sentiers sont vraiment moins définis, là. On voit toujours Chris sur les photos, seul, sans le sac à dos, mais ses expressions faciales sont de moins en moins rassurantes plus on avance dans les photos. Elle ne sourit plus, même qu'à un certain moment, elle a l'air un peu inquiète. On sent qu'elle pose pour la photo, mais on sent qu'il y a moins de fun. Ouais. Elle n'a pas la liberté, disons, d'esprit qu'elle avait au départ. Puis on sent que la luminosité baisse aussi. Donc je présume qu'on arrive vers la fin de la journée, puis c'est encore plus dense dans la journée. Oui, c'est ça. Plus elle s'enfonce, moins de lumière rentre. Sur une des photos, elle marche de dos, puis on remarque clairement là, qu'elle a de la boue derrière le mollet gauche, puis aussi derrière ses shorts. Donc, ce qui indique que peut-être qu'elle est tombée. Plusieurs photos ont aussi été prises là, à quelques secondes d'intervalle, ce qui nous laisse croire que ce ne sont pas des photos artistiques, mais vraiment des photos destinées à marquer leur chemin. Souvent, on les voit longer un cours d'eau qui est probablement là, le El Cuebra, là, la rivière du serpent. Puis un petit point là-dessus, là, sur longer une rivière. Là. En survie, on indique souvent qu'une façon là, de retrouver son chemin, c'est de suivre un cours d'eau et de le descendre là, jusqu'à la prochaine source de courant. Tu as sûrement déjà entendu ça, toi aussi. Oui, c'est la solution. Là. Mais ça, c'est une bonne technique lorsqu'on est en Amérique du Nord ou en Europe. Vous savez, dans des forêts de conifères et de feuillus, un peu comme on le connaît sur un terrain qui est très nord-américain. Mais lorsqu'on est en Amérique centrale puis en Amérique du Sud... ou dans un climat tropical, ben les rivières ont tendance à être vraiment plus éclatées. Oui, plus éclatées. Et puis ils ont plusieurs ramifications, là, ça devient même là, très labyrinthique d'une certaine façon. Donc les professionnels de la survie, lorsque tu es dans une zone tropicale ou en Amazonie ou dans des régions comme ça, suggèrent vraiment pas de descendre les cours d'eau. Ça peut même être une autre un autre danger potentiel. T'empires ton cas. Mais c'est une bonne information à savoir. Sachez-le, moi, je le savais même pas, cette nuance-là entre les deux. Donc, si je me perds dans la jungle, mais c'est un bon réflexe quand même. Je crois qu'elles avaient ce réflexe-là. Je pense pas que les filles... c'était quand même des filles éduquées. On sait que Lisanne était très sportive. C'est des filles quand même en forme. Donc, sont capables quand même de surmonter certains défis en forêt, j'en doute pas. Puis on voit qu'ils ont sans doute eu cette pensée-là qui fait du sens. Tu sais, que lorsque tu voyages, tu arrives d'un pays étranger, puis que tu t'es perdu, j'aurais probablement fait la même chose. Oui, parce que ça amène toujours à quelque part. Donc, ça te fait comme un chemin à suivre, qui est un genre de chemin balisé. La dernière photo normale, si on veut, là, de cette série-là, c'est le numéro 508. Et par la suite, on se rend compte que le dernier cliché avec Chris sur la photo de cette journée-là est pris à 13h58. Donc, quelques temps après avoir atteint le sommet. Par contre, Seb, les choses deviennent un peu plus intrigantes plus on avance. Oui.
Une semaine plus tard, d'autres photos sont prises. 7 jours plus tard, ça aussi, c'est... Toujours sur l'appareil Canon. Oui, puis qu'est-ce qu'elles ont fait pendant 7 jours? Donc, dans la nuit du 7 au 8 avril, il y a 90 photos totales qui ont été prises entre 1h et 4h du matin, dont la plupart sont toutes noires. Comme si les photos avaient été prises avec le capuchon sur l'appareil. Mais il n'y a pas de capuchon, cet appareil-là. C'est vraiment l'obstructeur. L'obstructeur? Un obturateur. Obturateur, oui. Voilà. L'obturateur qui referme ou qui ouvre. Donc lorsqu'on ouvre la caméra. Exact. Donc, il est assez difficile de prendre des photos complètement noires. C'est ce qui est assez étrange. Donc, les photos... Faut soit mettre sa main devant ou... Des experts ont réussi à traiter certaines photos et on remarque que la saison des pluies était bel et bien commencée puisqu'on voit une pluie battante s'abattre dans la jungle. Aussi, en pleine nuit, on remarque que cette jungle est complètement obscure. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire du camping la nuit, mais loin, là, pas près de certaines villes et tout ça. C'est vrai que l'obscurité... il n'y a aucune lumière la nuit. Oui, et surtout si on est dans la saison des pluies, ça doit être très nuageux. Donc, la lumière de la lune ne doit pas être très puissante. Là, ça doit être un enfer. Ah oui, puis avec tous les arbres et tout ça, c'est assez incroyable. Toutes les photos ont été prises avec un flash. Les métadonnées nous l'ont indiqué. Donc, c'est une information qui s'inscrit toujours sur la photo. Est-ce que c'était le questionnement du flash ou des multiples photos prises? Est-ce que c'était plutôt pour laisser des indices? Parce qu'on sait qu'ils faisaient des recherches. Peut-être qu'ils se disaient que la lumière allait attirer l'attention de quelqu'un. Oui. Ça reste quand même un mystère un peu étrange. Et pourquoi ça a l'air qu'il y avait un écart d'à peu près 2 minutes entre chaque photo en tant que telle. Le pourquoi de ça, moi j'ai tendance à penser que c'était peut-être justement pour appeler à l'aide. L'autre chose, c'est peut-être pour s'éclairer. Mais j'avais lu que, contrairement à nos téléphones actuels, disons les téléphones intelligents, le flash d'un appareil photo, ça n'a pas le même effet sur l'œil, même au contraire, ça nuit à ta vision, donc ça t'illumine, donc ça serait peut-être pas une théorie. Ben, ils l'ont peut-être essayé, mais ça n'a pas été nécessairement concluant. Parce que s'il y avait des recherches par hélicoptère qui étaient effectuées lors de cette nuit-là, où Lisanne, on suppose que c'est Lisanne, c'est peut-être pas elle, mais bon, une des deux filles a pris 90 photos en 3 heures. Est-ce que c'est possible qu'il y avait des hélicoptères à ce moment-là qui survolaient la jungle, mais en même temps, à quoi bon survoler la jungle de nuit à la pluie battante? Non, tu fais pas de recherche. Mais peut-être, c'est vrai, ça peut être une solution qu'ils ont tenté de faire pour attirer le regard des recherches. Sur le contenu d'une des photos, justement, c'est assez étrange. Oui. On remarque un miroir. Un genre de miroir, pas antique, là, mais avec un décor autour un peu stylisé, là, si on veut. Il y a une genre de courroie, une courroie noire, on ne sait pas trop, et beaucoup de papier. Papier de toilette, on dirait. On dirait pas juste du papier. En tout cas, sur la photo, sur mon interprétation, j'ai l'impression qu'il y a aussi du vrai papier. Ben, pas du papier de toilette, c'est pas du vrai papier, mais du papier à écrire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est assez étrange. On dirait que la photo est prise, c'est sur tout ça est disposé sur une pierre. Oui. C'est une photo avec flash, justement. Donc, on n'a pas trop idée de ce qu'on voit devant parce qu'on suppose que c'était dans la nuit. On voit quelques petits halos, là, de lumière qui sont sans doute des gouttes de pluie, là, dans le noir. Et puis, c'est ça. Dans le miroir, ça a vraiment l'air d'être un miroir de fortune, hein. Je sais pas de quel objet ça vient, ça, mais c'est pas un beau miroir, là. On dirait comme une assiette avec un miroir dedans ou quelque chose comme ça. Et est-ce que ce serait possible parce que le papier a l'air d'être disposé d'une certaine façon, donc est-ce qu'il n'y aurait pas tenté de signaler ou d'écrire SOS avec du papier? Oui. Hein? Ah, l'assiette, parce que peut-être que les filles l'ont trouvé, puis avec la lumière, de faire des signaux. Oui, sans doute. C'est peut-être une des raisons, effectivement. La prochaine photo, elle aussi, est un peu étrange, là. On voit comme un genre de ravin, et puis avec une certaine végétation là, qui pousse au-dessus. Donc, la photo est prise encore une fois avec un flash. Ça nous indique pas grand-chose. Je sais qu'il y a des experts qui prétendaient voir un corps sur cette photo-là, mais moi, honnêtement, j'arrive pas à le voir. Donc, non, moi non plus, j'ai jamais arrivé à le voir, mais ça a été démenti, ça, j'avais trouvé. Ouais. Mais c'est moi, même à la base, j'aurais jamais amené cette hypothèse-là, parce que, en tout cas, à mon œil d'expert, je voyais pas de corps. Une autre photo qui a été retrouvée sur le Canon, c'est encore une fois une photo sur une pierre, une grosse roche.
ça semble être encore sur le bord d'une rivière. Et là, on voit une genre de branche d'arbre là, qui fait une forme de Y avec ce qui semble être là, des morceaux de papier qui sont collés sur la branche, là, comme si on avait percé des trous dans le papier puis qu'on avait passé la branche au travers. C'est rouge, c'est genre ça. De papier sac rouge, c'est bizarre. Hein. Cette photo-là a un peu plus de détails, donc il fait moins noir. On dirait qu'on était peut-être en début de soirée ou en fin de journée, parce qu'on voit quand même une certaine végétation autour. Et puis, on dirait que peut-être ça voulait indiquer une certaine direction, là. On dirait que, par exemple, les bouts de papier rouge, c'est peut-être des indications d'un endroit, peut-être où est-ce que les filles se trouvent ou quelque chose comme ça. Puis, je sais pas si c'est naïf, hein, justement. Il y en a un qui est positionné plus en bas vers la gauche, puis l'autre plus en haut vers... Oui, l'autre côté de la rivière. Une autre photo, ça c'est un peu plus inquiétant. On dirait que c'est la tête. On voit clairement des cheveux, des cheveux de filles, des longs cheveux, puis on dirait les cheveux roux de Chris. Ouais. Donc on dirait une photo qui a été prise là vraiment très près là, de la tête de Chris, mais vraiment là une photo là très cadrée sur la tête là, de dos. De dos, oui, exact. Et puis, encore une fois, il y a des gens qui indiquent, qui voient du sang sur cette photo-là, mais moi non plus, j'arrive pas à avoir de blessure. Moi non plus, je l'ai jamais vu. Mais c'est très troublant, là. Est-ce que on n'a aucune idée si c'est une photo de la tête de Chris vivante ou blessée ou décédée? Donc, très inquiétant. Et puis, autre chose, Seb, c'est que là, on a retrouvé 2 téléphones cellulaires aussi dans ce fameux sac à dos. On va y aller chronologiquement, en fait, de toutes les actions qui ont été faites sur les 2 téléphones cellulaires des jeunes filles. On commence le 1er avril, la journée de l'excursion à partir du téléphone de Chris. iPhone 4. Oui, à 16h39, premier appel au 112, qui est le 911 des Pays-Bas. Toujours rien. À 16h51, à partir du Samsung Galaxy de Lisanne, une autre tentative au 112. On sent qu'il est arrivé quelque chose là, en après-midi, qu'il y a une situation d'urgence. Puis je les comprends un peu. Tu sais, j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient mais ils sont au Panama, ils ont sans doute, ils auraient dû appeler le numéro local qui est sans doute le 911 dans cette région-là. Mais moi, je les comprends d'une certaine façon d'appeler le 112 parce que quand tu es en situation d'urgence, vaut peut-être mieux parler dans ta propre langue, à ton propre pays qui va peut-être faire plus de choses. Puis c'est sûr que si tu sais, peut-être qu'il est plus simple de rejoindre le téléphone local d'urgence au niveau technologique. Peut-être que ça passe par moins de chemin. Mais par contre, moi je les comprends d'avoir fait cet appel-là. En fait, ça aurait pu les aider. T'appelles au numéro d'urgence aux Pays-Bas, c'est sûr qu'ils peuvent t'aider au Panama. Là, tu sais. Exact. C'est ça. Du moins, ils peuvent au moins eux-mêmes appeler le 911 local. Oui. Puis après ça, tout décliner l'aide qu'elles ont besoin. Non, ça là-dessus, je les juge pas. En situation de détresse comme ça, en pleine jungle, on peut comprendre. Le lendemain matin, donc le 2 avril, à partir du cellulaire de Lisanne, à 6h58 du matin, une deuxième tentative au 112. Toujours rien. Donc, ils ont laissé passer toute la nuit. Là. Oui, ça, ils ont dû se reposer ou quoi que ce soit, mais c'est tout de même assez étrange. Ils ont refait une tentative presque 4 heures plus tard à 10h53 le matin, toujours du téléphone de Lisanne. Là, en plus du 112, ils ont tenté le 911, je pense qu'en cas de désespoir. Il n'y a rien qui a fonctionné. À 18h14, du téléphone de Chris, encore le 112. Le 3 avril, il y a une troisième tentative du téléphone de Chris appelé au 911. Par contre, fait intéressant, à partir du téléphone de Lisanne à 13h50, on a eu un signal. Donc, parce que les tentatives qu'il faisait, il n'arrivait pas à rejoindre une tour de communication en tant que tel. On fait juste voir qu'il y avait une tentative d'appel. Mais à 13h50, ils ont réussi à avoir le signal. Donc, elles ont dû se déplacer, selon moi, pour avoir une tour. Donc, ils devaient, je ne sais pas de quelle manière ils ont procédé pour essayer de peut-être pas qu'ils ont eu ce mécanisme-là, ou ce réflexe-là de se promener jusqu'à temps qu'il y ait du signal, mais du moins à 13h50, ils étaient dans un endroit où le signal a pris. Par contre, ils n'ont pas tenté d'appel. Donc, c'était peut-être juste en marchant que le téléphone a capté ça. Là. À 16h, le signal a été recapté par le cellulaire de Chris. 16h19, le cellulaire de Lisanne. Donc, on voit qu'il était dans des zones où il y avait un peu de captation de signal, mais jamais il y a eu de tentative. Il n'y a pas de stabilité. Là. Non, pas du tout. Puis à part à 9h30 le matin, ils n'ont pas retenté de contacter les services d'urgence. Le 4 avril,
c'est la même chose. C'est comme si le cellulaire se déplaçait, en fait. À 9h33 le matin et à 13h42, le cellulaire de Chris, il y a eu des signaux. Aucun signaux du téléphone de Lisanne cette journée-là. Le 5 avril, encore une fois, 10h50, 13h37, il y a eu plusieurs tentatives pas de tentatives, mais plusieurs signaux. D'après moi, ils se déplaçaient. Par contre, fait intéressant, le téléphone de Lisanne à 5h56 du matin, le 5 avril, il a été allumé, mais la batterie a été complètement morte. Donc, par la suite, à partir de ce moment-là, le téléphone de Lisanne n'était plus fonctionnel du tout. Il n'y avait plus de batterie. Donc, ils ont duré quand même 5 jours, du 1er au 5 avril, avec des batteries du téléphone de Lisanne. Là, ça, c'est vraiment weird. Le 6 avril, donc le lendemain que le téléphone, justement, de Lisanne ne fonctionne plus, il y a quelqu'un qui a tenté de se connecter avec le password 2 fois sur le téléphone de Chris à 10h26 et à 13h37. Sans succès, bien sûr. On y reviendra sur cet élément-là. Et le 11 avril, donc c'est encore 5 jours après la tentative avec le mot de passe. Donc la batterie est toujours bonne. Ça, c'est une bonne gestion de batterie. 10h51, un signal, le signal était là, mais une tentative de mot de passe toujours échouée. Et par la suite, 11h56, le téléphone a été fermé. Et après 1h05, il n'y a eu plus aucune autre activité de plus aucun téléphone à partir du 11 avril. Le scénario que tout ça nous indique rapidement comme ça, là, quand on y pense quelques minutes, c'est que on a l'impression que les deux filles ont eu une situation d'urgence, il s'est passé quelque chose, ils ont tenté à maintes reprises d'appeler des secours via le 112 et le 911, et puis à un certain moment donné, bien le téléphone de Lisanne est mort. Et puis par la suite, les tentatives de ouvrir le téléphone de Chris ont échoué. Donc, est-ce que Chris serait morte entre-temps? Et puis Lisanne essayait de se connecter sur son téléphone. Et puis là, j'ai lu aussi à certains endroits sur le web, lorsqu'on lit des commentaires là-dessus, mais ils ont juste essayé le bouton d'urgence. T'as pas besoin de savoir le mot de passe pour utiliser la fonction urgence. Mais je pense qu'en 2014, c'était pas implanté si le téléphone était barré. Mais même à ça, en fait, il y a eu 77 appels d'urgence via cette fonction-là qui a été logée sur le téléphone de Chris, probablement par Lisanne. Donc, elle a quand même essayé cette technique-là. Mais j'imagine qu'elle a quand même elle a peut-être essayé de débarrer le téléphone pour accéder à autre chose, accéder à un autre moyen de communication. On explique aussi qu'à ce moment-là, il y aurait eu des secousses, il y aurait eu des tremblements de terre dans la région de Boquete. Donc, il y aurait eu plusieurs appels logés au 911 pendant cette période-là. Donc, ça explique peut-être pourquoi elles n'ont jamais réussi à parler à personne à ce moment-là. Mais bon, on sait qu'on était dans une région où les télécommunications sont très difficiles. Donc, c'est possible qu'il y ait tout simplement pas... c'est ce que je crois, là. Atteint tout simplement la ligne. Mais ça donne froid dans le dos, tout ça, là. Quelle situation d'urgence, là. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, cette semaine-là? Oui, cette semaine-là, parce qu'il y a demandé, il y a 5 jours d'écart entre les deux tentatives. Puis il faisait des recherches intensives à ce moment-là, pendant plusieurs jours, là. Grâce à la découverte du sac et justement de l'appareil photo, et des téléphones cellulaires, on va reprendre les recherches dans cette région-là. Rappelons-nous qu'on est quelques mois plus tard. On va retrouver, ça c'est très étrange, on va retrouver les shorts en jeans de Chris qu'on voit sur les photos, là, clairement, qui sont bien pliés et zippés, là, qui sont refermés sur une pierre, là, sur une grosse roche près de la rivière El Cuebra. Sur cette rivière est installé ce qu'on appelle un monkey bridge, là, qui est un genre de pont avec 3 cordes à traverser avec prudence. Là. Ça fait peur, ça. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans Indiana Jones, là, mais c'est en fait, c'est une corde qui relie les 2 rives de la rivière. Et puis, c'est là-dessus qu'on marche. Puis il y a 2 autres cordes où on doit se tenir avec les bras. Ça bouge, là. C'est pas stable. Oui, ça bouge. C'est vraiment pas stable. Et puis, c'est surtout fréquenté par la tribu locale là, du Mgobé. Là. Donc, c'est pas évident. Et puis, les shorts de Chris sont disposés sur une pierre près de ce Monkey Bridge. Oui. Donc, est-ce qu'il serait arrivé quelque chose à Chris en traversant ce pont-là? C'est là aussi qu'on a trouvé
on a réussi à identifier que c'est sur ce même endroit-là qu'ils ont déposé les genres de branches avec les tissus rouges. Oui, exact. Et donc, est-ce que justement, ce serait les lieux d'un accident qui serait arrivé? Mais dans ce cas-là, pourquoi ces shorts sont sur... ça, c'est bizarre. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il aurait arrivé un accident et puis, je sais pas, peut-être qu'à un certain moment, Lisanne aurait enlevé les shorts à Chris pour fabriquer quelque chose avec ou pour faire des signaux avec ou j'ai aucune idée. Je me suis demandé si elle les avait pas enlevés elle-même volontairement pour se baigner ou se rafraîchir ou même se laver. Et là, 2 mois plus tard, encore un peu plus tard, là, on va trouver des ossements humains le long de cette rivière-là. Et on va trouver des ossements qui sont confirmés selon des tests d'ADN d'avoir appartenu à Chris et Lisanne. Donc, on le sait maintenant que les 2 filles sont décédées dans la jungle. Bon, on sait pas où exactement, mais on sait comment. On sait que on connaît leur sort, en fait. Là. On va trouver le pelvis de Chris à 13 km de la rivière. Ils ont aussi retrouvé une côte de Chris, là, la numéro 10. Et même qu'on aurait trouvé des traces d'os de 3 autres êtres humains. Et aussi, on va trouver, encore plus étrange, le pied de Lisanne dans sa chaussure de randonnée. Donc, on va trouver une chaussure de randonnée là, de marque hollandaise qui n'est pas celle qu'on retrouve sur les photos de Chris. Oui. Donc, vraiment, ça fait du sens que ce soit celle de Lisanne. Et en fait, le pied va être dans sa chaussure derrière un arbre. Ça, c'est bizarre. Oui, vraiment, là. On va trouver aussi son fémur et son tibia à Lisanne sur le long de cette rivière-là. C'est pas du tout les 2 regroupements d'ossements sont pas du tout un à côté de l'autre. Ils sont à différents endroits sur la rivière. Et puis le sac à dos, lui, a été retrouvé encore plus au nord de la rivière. Donc c'est quand même assez étrange là. Vraiment, il y a eu une dispersion là, des ossements et du fameux sac à dos. Là. On trouve pas par contre là. Seb, on trouve pas de cadavres, on trouve pas d'autres grands os du corps humain. C'est assez troublant. On sait que le corps est constitué de 200 os au moins ou environ. Et puis là, on a trouvé 33 ossements et puis il y en a 26 que c'est des os du pied en fait. Donc on n'a pas trouvé grand-chose. On n'a pas trouvé je sais pas si toi t'as lu là-dessus, mais moi j'ai jamais lu qu'on avait trouvé les vêtements des filles. Non, jamais. Ça aussi, c'est vraiment étrange. Moi, j'avais quand même l'impression, si c'était noyé, la raison qui expliquerait la différence de distance du sac à dos, même des os, c'est que en tombant dans la rivière ou quoi que ce soit, ben la rivière aurait transporté quand même le cadavre ou les cadavres. Et au fil du temps, les morceaux se seraient détachés du corps, se seraient déplacés, mais il y a tellement de morceaux qui n'ont pas été retrouvés. C'est étrange. Ça a l'air que même dans cet endroit-là, près de là, il y a des grosses carcasses complètes de bœufs, de vaches qui sont retrouvées, mais pas démembrées, là, complètes, qui auraient justement terminé leur vie dans cette rivière-là sans... Ça aussi, c'est bizarre. C'est pas nécessairement le courant qui aurait défait tous les membres du corps. Ça, c'est assez mystérieux. Puis à ce moment-là, en fait, les autorités panaméennes vont indiquer que selon eux, le crime est accidentel. Il y aura pas d'enquête criminelle qui va être menée. Selon eux, les jeunes femmes ont succombé à un accident et puis elles sont mortes des forces de la nature, si on veut, d'une certaine façon. Et puis leur théorie, c'est justement que le corps aurait été dispersé par la rivière, le long de la rivière au Serpent, comme on l'a dit un peu plus tôt. Par contre, du côté des parents, eux, c'est pas une théorie qui vraiment auquel ils adhèrent parce que évidemment c'est leur fille. Il y a trop de questions sans réponse dans cette histoire-là. Les photos, les données cellulaires. Il y a tellement de mystères que même ce qu'on a retrouvé dans le sac, selon moi, pose plus de questions qui amènent de réponses. Moi, je suis d'accord avec toi. Je me mettais à leur place comme parent et c'est certain que je serais pas d'accord avec cette décision-là. Ça fait pas de sens. C'est certain que les autorités vont vouloir conclure le tout. Ça fait peur, je veux dire, aux touristes. Ça va venir dans les médias si c'est un meurtre ou quoi que ce soit, un accident plus grave qu'un simple accident.
c'est pas bon touristiquement. Non, c'est clair. Si je pourrais utiliser l'expression pour la région. Donc, une région pour laquelle le tourisme est très, très important. Oui, j'avais lu, c'est autour de 4-5 milliards par année. Donc, imaginez, c'est quand même de l'argent, là. Donc, on peut comprendre que les autorités ont voulu conclure le tout. On s'entend aussi, c'est des étrangers. C'est pas le premier cas. Qu'on parle justement que des étrangers meurent dans un autre pays et que les autorités locales bouclent ou finalisent le dossier toujours, c'est un accident ou c'est une raison inconnue ou quoi que ce soit. Les enquêtes sont jamais hyper approfondies dans ces contextes-là. Ce qui nous amène tranquillement aux théories, Seb, parce qu'on a fait le tour de la chronologie des événements. Vous allez voir, moi de mon côté, j'ai de la difficulté à croire en une seule théorie parce que mon Dieu, ce qu'on retrouve sur les photos, c'est très troublant. Mais revenons, c'est des théories qui supportent la théorie de l'accident parce que c'est une théorie qui est plausible. Oui. Puis je suis pas en total. Je suis convaincu qu'il y a eu un accident en fait. C'est plus la finalité que je trouve étrange. Le comment. Oui, le comment. Pour appuyer la théorie de l'accident, on va mentionner des résultats d'autopsie et là-dessus, en fait, il y a un élément sur lequel cette théorie repose beaucoup, c'est des fractures qui ont été retrouvées sur le pied de Lisanne. Il semblerait que selon ces fractures-là, le pied aurait dû subir un choc extrême, comme par exemple une chute d'une bonne hauteur, d'un ravin ou d'un pont, de quelque chose comme ça. Apparemment que le pied était aussi sectionné, mais que c'est une coupure qui pourrait être causée par exemple, un pied qui est resté pris sous une roche et puis le corps emporté par le courant ou un très gros choc au niveau de la cheville, par exemple. Aussi, les photos puis les appels téléphoniques, c'est sûr que ça fait corroborer la thèse de l'accident d'une certaine façon, ou du moins d'une situation d'urgence. Justement, est-ce qu'il aurait voulu indiquer les lieux de l'accident autour du Monkey Bridge avec l'espèce de bricolage qu'elles ont fait avec la branche et les morceaux de tissu, peut-être. On a aussi réussi à prouver, tu me disais plutôt que ce tissu-là s'était retrouvé dans la chambre des jeunes filles. Oui, ça a été conclu que le même sac de plastique s'est retrouvé dans la maison de la famille. Donc, ils pouvaient faire un certain lien qu'ils avaient apporté ces sacs-là avec elle lors de leur excursion de base. Elle l'avait utilisé pour faire des signaux. Parce qu'au départ, quand cette photo-là a été mise sur Internet, il y avait plusieurs théories, parce que les sacs sont un peu rouges. Il est vrai que quand on les regarde rapidement, il y avait la théorie que c'était des tranches de peau, par exemple. De la viande. Oui, de la viande ou des condoms même. Il y avait eu cette théorie-là. Ça, je la comprenais pas, dans le sens que je trouvais pas que ça avait d'un condom, malgré que c'est un truc de plastique. Là, on le voit par le reflet que c'est du plastique en tant que tel. Mais ça faisait partie des théories. Donc, cette théorie-là est quand même plausible, mais ça explique pas tout ce qui est arrivé par la suite, puis plein d'autres mystères. Et quelque chose qui est très inquiétant là, au niveau des ossements, c'est vraiment par rapport à leurs états. Et le pelvis de Chris qui a été retrouvé, là, en fait, avait un niveau anormalement élevé de phosphore. L'os aurait été bleaché, là, comme lavé à de l'eau de javel, ou par exemple, avec une technique qui est utilisée là, par les cartels dans cette région-là, c'est d'utiliser du jus de lime pour accélérer la décomposition, puis polir les os. Là. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, parce que du côté des ossements de Lisanne, c'est pas du tout constaté. Là. Non, ils n'ont pas fait la même chose. C'est pour ça que j'avais quand même l'impression, dans les théories, on présume que Chris est morte en premier. Quel est l'objectif des cartels de dissoudre un corps une fois qu'ils l'ont peut-être trouvé morte? C'est sûr que ça enlève les traces totales. Il y a une raison en arrière de ça, c'est certain. Là, c'est pas la nature. Il expliquait que j'avais lu, c'est pas par le sol ou la pluie. Dans ces endroits-là, le sol est pas assez riche en phosphore pour que l'os se nourrisse de ça puis qu'il y ait autant de traces élevées. Là. On explique aussi qu'il y avait des ossements de 3 autres humains qui ont été retrouvés dans la même recherche. Et ça, c'est quand même intriguant. Il y en a qui expliquent qu'à une certaine époque, il y avait un cimetière artisanal de la tribu El Gobé qui était dans cet endroit-là et que ça avait été inondé. Donc, il était possible que peut-être des ossements humains aient refait surface avec la rivière. Ça fait du sens. Ça pourrait faire du sens.
Autre chose, en fait, un point quand même intéressant, c'est que le travail des policiers a été énormément critiqué de ce côté-là. On a trouvé plus de 30 empreintes différentes là, sur le sac à dos bleu qui a été retrouvé. Donc vraiment, là, il a été inexploitable pour la police scientifique. Ils n'ont pas fait attention du tout. Il aurait dû... mais c'est peut-être le manque d'habitude, là, dans le fond, ou je sais pas, peut-être qu'en Amérique du Nord ou même dans les pays, j'hésite à dire plus développés, là, mais peut-être qu'on est plus méthodique sur ça ou plus habitué. Là, dès que le sac est mis, ils vont le mettre tout de suite, ils vont l'isoler, là, justement, pour éviter qu'il y ait trop d'empreintes. Mais je me suis demandé si c'était pas, j'en doute, là, mais s'il y avait pas un acte un peu volontaire de détruire un peu cette preuve-là, qui pourrait peut-être... justement, encore une fois, pas réouvrir l'enquête, mais amener la théorie autre que l'accident en tant que tel. Donc ça, c'est un peu étrange, mais c'est triste aussi à la fois, parce que c'est un élément quand même assez important. Outre les empreintes du sac à dos, l'état du sac à dos, 2 mois et demi après, en bon état. Ça fait aucun sens, là. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression... C'est soit une mise en scène ou même, tu sais, le témoignage de la femme de la tribu qui a trouvé le sac. Elle a peut-être inventé ça dans le sens que c'est peut-être sa tribu qui ont trouvé le sac, ils ont trouvé le corps, ils l'ont peut-être exploité ou quoi que ce soit. Puis peut-être pour pas avoir des embrouilles avec les autorités, ben ils se sont dit on va aller nous-mêmes aller le porter à la police. Ça, c'est une des théories laquelle j'abonde, mais ça se peut aussi qu'elle l'ait trouvé. Parce que le fait que le sac n'était pas là la veille et elle en est sûre à 100%, ça ne repose que sur son propre témoignage. Oui, il n'y a personne d'autre qui... Non, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai des doutes là-dessus, mais le fait que toi, tu sois tout bien rangé, il a été à l'abri, le sac. Oui, ça, c'est indéniable. Donc, c'est sûr qu'il a atterri dans une tribu ou du moins dans une maison ou un habitat couvert. Complètement. C'est impossible. Revenons à l'appareil photo maintenant, Seb. Oui. Un truc vraiment étrange aussi là qu'on vous a pas encore dit, c'est que sur l'appareil, évidemment, toutes les photos sont numérotées par des certains numéros. Et puis Lisanne, elle avait pas l'habitude de supprimer des photos. Donc elle prenait vraiment des photos en série. Puis je présume que par la suite, elle triait selon ce qu'elle voulait. Et là, on remarque que la photo numéro 509 dans l'appareil n'est plus dans le dossier là, de la fameuse carte mémoire. Ouais. Ça, c'est quand même assez étrange, parce que même si on efface la photo, il reste toujours des traces d'une certaine façon. Oui, puis c'est facile à retrouver, puis ils ont essayé, puis il y avait pas elle n'a pas été effacée, la photo, pour vrai, là. Et puis, ce qui est encore plus étrange là, avec cette fameuse photo 509, c'est que lorsqu'on regarde les registres des photos, c'est la dernière photo normale. Lorsqu'on vous parlait là, qu'il y avait des photos justement avec Chris, on la voit marcher dans la jungle, des photos candides, et par la suite, c'est plusieurs jours plus tard avec des photos très obscures prises avec flash. Bien là, en fait, la 509, c'est la dernière photo normale. Donc, pourquoi elle aurait été supprimée? Hein? Est-ce que, par exemple, elle contenait un indice ou quelque chose d'important? Très étrange aussi. Oui, parce qu'on peut pas savoir qui l'a supprimé et dans quel intérêt. Puis les filles, ça me surprendrait vraiment qu'elles l'aient fait, malgré que c'est pas non plus non plausible là, par accident, mais tout de même. Parce que j'avais l'impression que dans le rapport de police, elle était quand même là, mais elle a été barrée. C'était comme pas clair, ce détail-là. Par rapport à... Mais il y a anguille sous roche. Là, mais toi qui as déjà eu l'appareil, est-ce que tu te rappelles si c'était compliqué de supprimer une photo? Ah oui, mais en fait, dans ce temps-là, j'haïssais ça parce que justement, il fallait toujours que tu passes par 3 menus quasiment, là, tu sais, dans le menu fichier. Puis c'était jamais intuitif. Il y avait pas... fallait que tu sélectionnes la photo, que tu sois dessus. Ça se faisait pas... J'ai l'impression que ça peut pas se faire par accident. Oui. Du moins à l'époque, là, pas comme aujourd'hui, quasiment quand tu tombes dans le mode appareil, tu pourrais quasiment la supprimer, mais là c'était vraiment compliqué, c'était des menus à... Faut que tu prennes un certain temps. Ouais. C'est pas quelque chose tant que ça que... Puis si t'es dans une situation d'urgence, t'as peut-être pas le temps tant que ça de faire ça. Là. Une autre théorie que moi j'en suis pas sûr en fait, Seb, c'est qu'elle aurait été potentiellement dévorée, les filles, par des bêtes, en fait, des bêtes sauvages. En fait, je sais qu'il y a des serpents venimeux, ça c'est une théorie que je n'écarte pas, en fait, qu'il aurait pu, une des deux ou les deux auraient pu être attaqués par un serpent empoisonné et par la suite, eh bien, elle décède sur le terrain. Mais vraiment dévorée, j'en suis pas sûr parce que même un guépard ou même certaines
certaines bêtes comme ça n'auront pas tant que ça tendance à s'attaquer aux humains, tu sais, de là à les manger, par exemple. Non, c'est pas des charognards, c'est pas des hyènes ou des choses comme ça. C'est pas tous les animaux qui mangent n'importe quoi. Puis on aurait sûrement retrouvé les vêtements, tu sais, les animaux auraient pas, ils l'auraient pas déshabillé contre les vêtements. Et ça, c'est très... encore une fois, ça soulève encore plus de questions que de réponses. Dans une des théories là, dont je veux te parler, Seb, c'est celle du fameux guide touristique. Là. On en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a certains agissements là, de sa part qui sont quand même un peu louches. Oui. Cet homme-là, en fait, a une réputation qui est très polarisée dans le village de Boquete. Il y a même certains hôtels qui refusent sa présence. Parce qu'on s'entend, les guides touristiques là-bas, ils se tiennent pas loin des hôtels et quand il y a des touristes, il leur explique qu'ils peuvent les aider s'ils veulent faire une randonnée dans le coin. C'est son gagne-pain. Oui. Et ce guide-là, en fait, habiterait sur un ranch dans cette région-là. Et puis, il aurait tendance, lui, à ne guider que des femmes. Ce serait un homme âgé d'environ 65 ans, de ce qu'on m'explique, une force de la nature, là, quelqu'un qui est un extrêmement bon randonneur, quelqu'un qui a une très bonne endurance, qui connaît vraiment les sentiers de cette région-là, comme le fond de sa poche. Et puis, mais il aurait tendance à être un peu trop intense là dans sa séduction envers les femmes. Déjà, son choix de ne guider que des femmes, c'est un peu particulier. Il aurait même une préférence pour les Européennes. Et apparemment qu'il parlerait très bien anglais, même allemand, donc potentiellement qu'il pourrait comprendre le Dutch. Là. Cet homme-là, en fait, a été poursuivi dans cette histoire-ci, là, étant donné le fait qu'il serait entré dans la chambre des deux filles avant même la police. Donc, lorsque les recherches sont entamées, cet homme-là a été très, très, très actif, si on veut. Il se serait lancé même très rapidement sur le chemin du El Pianista, alors qu'il n'avait même pas idée qu'elles étaient parties dans cette direction-là. Lui, le lendemain, il devait aller les amener dans une autre randonnée qui était dans la direction opposée. Donc ça, c'est quand même assez louche. Et c'est lui-même qui aurait retrouvé le pied de Lisanne. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'il a orchestré quoi que ce soit ou que c'est de sa faute. Parce que dans le fond, ils sont partis la journée avant le rendez-vous. Ils savaient pas ça, que les filles allaient partir. C'est pas lui qui les a... Je crois pas qu'il soit responsable de leur mésaventure ou du fait qu'elle se soit perdue. Est-ce que par instinct, il est allé justement au El Pianista? Il y avait peut-être un bon fond en lui, là, même s'il aime bien les femmes. Même s'il y a des agissements louches, peut-être qu'il y avait quand même une bonne intention derrière ça. Là. Mais il a été écarté. Là. Il me semble que ceux qui l'ont pas, il a pas été, ça n'a pas été un suspect très longtemps. En fait, là-bas, il n'y a pas eu grand monde qui a été un suspect très longtemps dans cette histoire-là. L'affaire a été closée assez rapidement. Il y a deux autres théories qui sont un petit peu plus macabres. Celle du cannibalisme. Apparemment qu'il y a un individu dans cette région-là qui aurait été retrouvé avec des restes humains, qui aurait même sacrifié, je crois, une touriste là dans sa cour, tout près de la région de Boquete. Oui. Je suis pas certain, mais dans les théories, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un accident, ils ont été récupérés par des cannibales ou une tribu ou quoi que ce soit, et ça s'est terminé un peu comme ça. Toi, je sais pas qu'est-ce que c'est possible. Avant de te dire ma théorie, Sam, puis tu vas voir que je crois pas avoir la vérité infuse, mais pas du tout. Il y a aussi la théorie du tueur en série. Ouais. Parce qu'il y a eu d'autres disparitions dans cette région-là. Hein. Et une des disparitions qui est arrivée dans la même région très récemment, c'est celle de Catherine Johannette, qui est une Américaine qui s'est retrouvée dans la même région, un peu plus au nord de Boquete, tout près des îles. Il y a plusieurs petites îles à ce moment-là, là, à cet endroit-là, pardonnez-moi. Et puis elle, c'est tellement triste en fait, je suis allé voir, elle avait une page Instagram, et puis sa dernière photo, c'est « J'ai enfin trouvé le paradis », et puis elle est en train de se baigner dans l'océan, dans un décor paradisiaque, et la même journée, elle a été retrouvée étranglée par son top de bikini, tué par quelqu'un de la région là, qu'on n'a pas retrouvé encore une fois. Là. Donc, est-ce qu'il y a un meurtrier ou un prédateur qui rôde dans les forêts du Panama? C'est très intriguant. Il y aurait eu 51 disparitions dans la région de Boquete en 2014 seulement. C'est beaucoup, là. Oui, c'est pas vraiment. une grosse région non plus, là.
Non, exactement. Donc ça, c'est clairement une hypothèse, du moins aux yeux de la famille et de certains détectives privés qui restent toujours en suspens. Mm-hmm. Je pense qu'on a fait le tour, hein, quand même. Avant de te demander, Émile, ta théorie, j'avais un autre, on a un peu glissé tantôt, qu'elle s'était empoisonnée justement en buvant de l'eau. Oui. Parce qu'elle s'était assoiffée, elle n'avait apporté avec elle seulement une bouteille d'eau. Puis il y en avait une qui a été retrouvée dans le sac. Par contre, c'est pas indiqué si elle était vide ou pleine, la bouteille d'eau du sac à dos. Mais tout de même, là, pour survivre par jour, faut quand même... Elle était vide, je crois. Oui, j'imagine. Puis selon les photos, elle avait pas l'air pleine. Oui, c'est vrai, effectivement. Et mais je suis certaine qu'ils ont peut-être dû à boire de l'eau des rivières autour. Et de ce que j'avais lu, c'est pas des eaux potables, c'est pas de l'eau potable, du moins pour peut-être des gens qui viennent pas de là ou qui ont pas nécessairement le système bactérien. Là, on le sait, quand on va en voyage, faut pas boire l'eau de sur place, pas qu'elle est pas potable pour les locaux, mais souvent il y a des organismes et des bactéries. Il y avait cette hypothèse là aussi qu'elle aurait pu s'empoisonner ou une des deux aurait pu s'empoisonner et tout a dégringolé. Ça, c'est une théorie dans laquelle aussi j'abonde, comme dans l'accident, dans un terme d'accident qui aurait pu arriver. Mais toi, au niveau des cannibales et des tribus, qu'est-ce que t'en penses? C'est tellement difficile à dire, Seb. Je pense pas que j'ai aucune théorie qui se tienne plus que ce qu'on a discuté, parce que honnêtement, je suis bluffé par cette histoire-là. On dirait que ce soir, je vais pas dormir la tête tranquille. J'ai toujours pas mis le doigt sur une théorie qui me convient. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un accident qui est arrivé à un certain moment donné. Je peux croire à l'hypothèse du pied et du Monkey Bridge. Là. Je peux croire que c'est passé quelque chose sur cette scène-là et que probablement Chris a été dans le trouble peut-être avant Lisanne, ce qui explique les signaux de cellulaire et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une intervention humaine très tôt. Ouais. J'ai l'impression qu'elles ont été découvertes peut-être même encore vivantes ou peut-être qu'elles agonisaient à ce moment-là ou décédées, mais j'ai l'impression qu'on les a amenées ailleurs assez rapidement et qu'on s'est rendu compte que peut-être qu'on s'est mis dans le trouble, peut-être qu'il y a un peu plus de recherche que ce qu'on pensait, puis il y a des hélicoptères et tout ça. Ouais. Donc 2 mois plus tard, peut-être qu'on est allé disperser les preuves, on a emballé ce qu'on avait trouvé des 2 filles dans un sac, on n'a pas pris l'argent, et puis on est allé cacher ça. Donc j'ai l'impression que ils ont pas nécessairement été assassinés par un membre de la tribu, mais j'ai l'impression que peut-être que des gens de la tribu ont pris des mauvaises décisions, puis qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le trouble, puis on va faire cette mise en scène-là avec le sac et la dame qui va se baigner et tout ça, là, tu sais. Mais pour moi, il y a une grande part de mystère là-dedans. On dirait que j'ai pas assez d'infos pour aller aussi loin que les cannibales, comme toi, Seb. Ou même le tueur en série, c'est possible aussi, parce que de mourir les deux, c'est quand même particulier, d'être les deux blessés, puis de décéder les deux dans la même semaine, c'est quand même assez particulier. Il faut que les deux leur soit arrivé pratiquement le même accident, là. Et sachant que c'était des filles quand même en forme, mais j'ai toujours pas d'explication sur les shorts pliés, sur le sac à dos bien rangé. C'est clair qu'il y a quelqu'un à Boqueté qui est au courant de ce qui s'est passé, puis qui se tait, là, parce qu'ils ont fait des recherches quand même assez intensives. Puis ils ont été retrouvés le long d'une rivière qui a sûrement été cherchée, là, parce que c'est un endroit un peu logique où tu dirigerais. Donc moi, j'ai l'impression que j'ose croire qu'elles auraient été trouvées dans les recherches, mais on ne sait toujours pas. Mais chose est sûre, lorsqu'on part en randonnée, on a toujours l'impression qu'on va partir pendant 2 heures, puis on va être de retour à la voiture sans problème. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, amenez-vous toujours plus qu'une gourde d'eau et amenez-vous différents types de vêtements, des ration packs, comme on dit, ça se vend même sur Amazon. Je sais pas pourquoi, mais justement, j'ai fait une recherche là-dessus parce que je me posais la question s'ils se vendaient des kits de survie pour justement des randonnées. Et oui, ça existe. Donc, si vous faites cette exploration-là, n'hésitez pas à faire ça parce que c'est vrai qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais quand la nature décide qu'elle prend le dessus. En fait, tu peux rien y faire, hein, surtout dans une région sauvage comme ça, en pleine période des pluies. Pas de signaux cellulaires. On est un peu dépendant dans le sens que pour nous retracer,
pas de signaux, hein, c'est vrai. Ben oui. T'es tout seul au monde. Là. Puis déjà, les filles ont été très brillantes de réussir à économiser leur batterie de cellulaire là, pendant plusieurs jours. Quasiment une semaine. Moi, ça aussi, ça me dépasse un peu. Ces cellulaires-là, c'est des cellulaires quand même assez récents qui n'ont pas nécessairement la réputation d'avoir des bonnes batteries, mais un peu comme tu me disais, pas d'activité. C'est vrai que la batterie dure quand même un certain temps là, quand il n'y a pas de réseau, puis si le cellulaire est fermé, ou du moins pas à la recherche de réseau, la batterie peut quand même durer un certain temps. Bon, ben Seb, je pense qu'on a fait le tour. Une histoire tragique avec son lot de mystères. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, il y a une série d'articles qui ont été faits par The Daily Beast, très intéressant, qu'on vous conseille de lire. L'ami Lionel Camille aussi a couvert le sujet dans ses Lionel Camille Stories en podcast, donc vous pouvez écouter ça. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Distorsion, vous pouvez nous trouver un peu partout. Sur Instagram, Distorsion Podcast, Twitter, Distorsion Pod, Facebook, Distorsion Podcast, aussi toujours au distorsionpodcast.com. Seb, est-ce que tu aurais un mot de la fin ce soir pour nous? Lorsque vous partez en expédition, assurez-vous de télécharger les derniers épisodes de Distorsion. En cas d'urgence, au moins vous serez bien divertis.